Un chant de Noël de Charles Dickens. Un divertissement séquentiel pour le radiogramme sans fil. Dans l'épisode précédent, l'avare Scrooge recevait la visite du premier des 3 fantômes qui l'aideront peut-être à atteindre la rédemption. Cet esprit des Noëls passés lui fait revoir sa jeunesse pleine d'enthousiasme et d'espoir. Quatrième épisode, le premier des 3 esprits, deuxième partie. Quoiqu'ils n'eussent fait que quitter la pension, en ce moment, ils se trouvaient déjà dans les rues populeuses d'une ville où passaient et repassaient des ombres humaines, où des ombres de charrettes et de voitures se disputaient le pavé, où se rencontraient enfin le bruit et l'agitation d'une véritable ville. On voyait assez clairement l'agitation d'une véritable ville. On voyait assez clairement à l'étalage des boutiques que là aussi on célébrait le retour de Noël, mais c'était le soir et les rues étaient éclairées. Le spectre s'arrêta à la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. Ah, « Si je le reconnais, dit Scrooge, n'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage ?» Ils entrèrent, à la vue d'un vieux monsieur en perruque galloise, assis derrière un pupitre si élevé que si le gentleman avait eu 2 pouces de plus, il se serait cogné la tête contre le plafond. Scrooge s'écria en proie à une grande excitation. « Mais c'est le vieux Fezziwig! Dieu le bénisse, c'est Fezziwig ressuscité !» Le vieux Fezziwig posa sa plume et regarda l'horloge qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet, rit de toutes ses forces, depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, et appela d'une voix puissante, sonore, riche, pleine et joviale. « Hola ho! Ho! Ebenezer! Dick! » L'autre Scrooge, devenu maintenant un jeune homme, entra lestement, accompagné de son camarade d'apprentissage. « C'est Dick Wilkins, pour sûr, » dit Scrooge au fantôme. « Oui, c'est lui. Miséricorde, le voilà. Il m'était très attaché, le pauvre Dick. Ce bien cher Dick. »« Allons, mes enfants, » s'écria Fezziwig. « On ne travaille plus ce soir, c'est la veille de Noël. Dick, c'est Noël. Ebenezer, vite, mettons les volets, » cria le vieux Fezziwig en faisant gaiement claquer ses mains. « Dépêchons. Comment, ce n'est pas encore fait ?» Vous ne croiriez jamais comment ces 2 gaillards se mirent à l'ouvrage. Ils se précipitèrent dans la rue avec les volets. 1, 2, 3, les mirent en place. 4, 5, 6, posèrent les barres et les clavettes. 7, 8, 9, et revinrent avant que vous eussiez pu compter jusqu'à 12, haletant comme des chevaux de course. « Oh et ho !» s'écria le vieux Fezziwig, descendant de son pupitre avec une merveilleuse agilité. Débarrassons, mes enfants, et faisons de la place ici. Hola, Dick! Allons, preste, Ebenezer! Débarrassés, ils auraient tout déménagé, même s'il l'avait fallu, sous les yeux du vieux Fezziwig. Ce fut fait en 1 minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé, comme pour disparaître à tout jamais de la vue publique. Le plancher balayé et arrosé, les lampes apprêtées, un tas de charbon jeté sur le feu, et le magasin devint une salle de bal aussi commode, aussi chaude, aussi sèche, aussi brillante qu'on pouvait le désirer pour une soirée d'hiver. Vint alors un ménétrier avec son livre de musique. Il monta au haut du grand pupitre et fit un orchestre et fit des accords réjouissants comme la colique.
puis entra Madame Fezziwig, un vaste sourire en personne, puis entrèrent les 3 Miss Fezziwig, radieuses et adorables, puis entrèrent les 6 jeunes poursuivants dont elle brisait les cœurs, puis entrèrent tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles employées dans le commerce de la maison, puis entra la servante avec son cousin le boulanger, puis entra la cuisinière avec l'ami intime de son frère, le marchand de lait, puis entra le petit apprenti d'en face, soupçonné de ne pas avoir assez de quoi manger chez son maître. Il se cachait derrière la servante du numéro 15, à laquelle sa maîtresse, le fait était prouvé, avait tiré les oreilles. Ils entrèrent tous, l'un après l'autre, quelques-uns d'un air timide, d'autres plus hardiment, ceux-ci avec grâce, ceux-là avec gaucherie, qui poussant, qui tirant, enfin, tous entrèrent d'une façon ou d'une autre, et n'importe comment. Ils partirent tous, 20 couples à la fois, se tenant par la main et formant une ronde. La moitié se porte en avant, puis revient en arrière. C'est au tour de ceux-ci à se balancer en cadence. C'est au tour de ceux-là à entraîner le mouvement. Puis ils recommencent tous à tourner en rond plusieurs fois, se groupant, se serrant, se poursuivant les uns les autres. Le vieux couple n'est jamais à sa place, et les jeunes couples repartent avec vivacité quand ils l'ont mis dans l'embarras. Puis enfin, la chaîne est rompue et des danseurs se trouvent sans vis-à-vis. Après ce beau résultat, le vieux Fezziwig, frappant de ses mains pour suspendre la danse, s'écria « C'est bien !» Et le ménétrier plongea son visage échauffé dans un pot de porter spécialement préparé à cette intention. Mais lorsqu'il reparut dédaignant le repos, il recommença de plus belle, quoiqu'il n'eût pas encore de danseur, comme si l'autre ménétrier avait été reporté chez lui, épuisé, sur un volet de fenêtre, et que ce fut un nouveau musicien qui fut venu le remplacer, résolu à vaincre ou à périr. Il y eut encore des danses et le jeu des gages touchés, puis encore des danses, un gâteau, du punch, une énorme pièce de rôti froid, une autre de bouilli froid, des pâtés au hachis et de la bière en abondance. Mais le grand effet de la soirée, ce fut après le rôti et le bouilli, quand le ménétrier, un fin matois, remarquez bien, un diable d'homme qui connaît bien son affaire, ce n'est ni vous ni moi qui aurions pu lui en remontrer. Eh bien, ce ménétrier commença à jouer Sir Robert de Coverley. Alors s'avança le vieux Fezziwig pour danser avec Madame Fezziwig. Ils se placèrent en tête de la danse, et voilà de la besogne. 23 ou 24 couples à conduire et des gens avec lesquels il n'y avait pas à badiner, des gens qui voulaient danser et ne savaient ce que c'était que d'aller le pas. Mais eussent-ils été 2 ou 3 fois plus nombreux, 4 fois même, le vieux Fezziwig aurait été capable de leur tenir tête, Madame Fezziwig pareillement. Quant à elle, c'était sa digne compagne, dans toute l'étendue du mot, si ce n'était pas là un assez bel éloge, qu'on m'en fournisse un autre, et j'en ferai mon profit. Les mollets de Fezziwig étaient positivement comme 2 astres. C'étaient des lunes qui se multipliaient dans toutes les évolutions de la danse. Ils paraissaient, disparaissaient, reparaissaient de plus belle. Et quand le vieux Fezziwig et Madame Fezziwig eurent exécuté toute la danse, « Avancez, reculez, tenez votre danseuse par la main, balancez, saluez, le tire-bouchon, enfilez l'aiguille, reprenez vos places. » Fezziwig faisait des entrechats si lestement qu'il semblait jouer du flageolet avec ses jambes et retombait ensuite en place sur ses pieds droits comme un nid. Quand l'horloge sonna 11 heures, ce bal domestique prit fin. Monsieur et Madame Fezziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte et secouant amicalement les mains à chaque personne individuellement, lui aux hommes, elle aux femmes, à mesure que l'on sortait, ils leur souhaitèrent à tous un joyeux Noël. Lorsqu'il ne resta plus que les 2 apprentis, ils leur firent les mêmes adieux, puis les voix joyeuses se turent, et les jeunes gens regagnèrent leur lit placé sous un comptoir de l'arrière-boutique.
Pendant tout ce temps, Scrooge s'était agité comme un homme qui aurait perdu l'esprit. Son cœur et son âme avaient pris part à cette scène avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait tout, se réjouissait de tout et éprouvait la plus étrange agitation. Ce ne fut plus que quand ces brillants visages de son autre lui-même et de Dick eurent disparu à leurs yeux qu'il se souvint du fantôme et s'aperçut que ce dernier le considérait très attentivement, tandis que la lumière dont sa tête était surmontée brillait d'une clarté de plus en plus vive. « Il faut bien peu de choses, » dit le fantôme, « pour inspirer à ces sottes gens tant de reconnaissance. » « Peu de choses, » répéta Scrooge. L'esprit lui fit signe d'écouter les deux apprentis qui répandaient leur cœur en louanges sur Fezziwig, puis ajouta, lorsqu'il eut obéi, « Et quoi? Voilà-t-il pas grand-chose? Il a dépensé quelques livres sterlins de votre argent mortel, 3 ou 4 peut-être. Cela vaut-il la peine de lui donner tant d'éloges? » « Ce n'est pas cela, » dit Scrooge, excité par cette remarque et parlant sans s'en douter comme son autre lui-même et non pas comme le Scrooge d'aujourd'hui. « Ce n'est pas cela, esprit. Fezziwig a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre service devienne léger ou pesant, un plaisir ou une peine, que ce pouvoir consiste en paroles et en regards, en choses si insignifiantes que fugitives qu'il est impossible de les additionner et de les aligner en compte. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Le bonheur qu'il nous donne est tout aussi grand que s'il coûtait une fortune. » Scrooge surprit le regard perçant de l'esprit et s'arrêta. « Qu'est-ce que vous avez? » demanda le fantôme. « Rien de particulier, » dit Scrooge. « Vous avez l'air d'avoir quelque chose, » insista le spectre. « Non, » dit Scrooge. « Non, seulement j'aimerais pouvoir dire en ce moment un mot ou deux à mon commis. Voilà tout. » Son autre lui-même éteignit les lampes au moment où il exprimait ce désir, et Scrooge et le fantôme se trouvèrent à nouveau côte à côte en plein air. « Mon temps s'écoule, » observa l'esprit. « Vite !» Cette parole n'était point adressée à Scrooge ou à quelqu'un qu'il pût voir, mais elle produisit un effet immédiat, car Scrooge se revit encore. Il était plus âgé maintenant, un homme dans la fleur de l'âge. Son visage n'avait point les traits durs et sévères de sa maturité, mais il avait commencé à porter les marques de l'inquiétude et de l'avarice. Il y avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, qui indiquait la passion qui avait pris racine en lui. On devinait déjà de quel côté allait se projeter l'ombre de l'arbre qui commençait à grandir. Il n'était pas seul. Il se trouvait au contraire à côté d'une belle jeune fille vêtue de deuil, dont les yeux pleins de larmes brillaient à la lumière du spectre de Noël passé. « Peu importe, disait-elle doucement, à vous du moins. Une autre idole a pris ma place, et si elle peut vous réjouir et vous consoler plus tard, comme j'aurais essayé de le faire, je n'ai pas autant de raison de m'affliger. »« Quelle idole a pris votre place ?» répondit-il. « Le veau d'or. » Voilà bien l'impartialité du monde, dit-il. Il n'y a rien qu'il traite plus durement que la pauvreté, et il n'y a rien qu'il fasse profession de condamner avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. Vous craignez trop l'opinion du monde, répliqua la jeune fille avec douceur. Vous avez sacrifié toutes vos espérances à celle d'échapper un jour à son mépris sordide. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une, jusqu'à ce que la passion dominante, le lucre, vous ait absorbé. N'ai-je pas raison? Eh bien quoi? Reprit-il. Lors même que je serais devenu plus raisonnable en vieillissant. Après, je ne suis pas changé à votre égard. Elle secoua la tête. Suis-je changé? Notre engagement est bien ancien. Nous l'avons pris ensemble quand nous étions tous les deux pauvres et contents de notre état, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune en ce monde par notre patiente industrie. Vous avez bien changé. Quand cet engagement fut pris, vous étiez un tout autre homme. « J'étais un enfant, dit-il avec impatience.
Votre propre conscience vous dit que vous n'étiez point alors ce que vous êtes aujourd'hui, répliqua-t-elle. Pour moi, je suis la même. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur quand nous n'avions qu'un cœur n'est plus qu'une source de peine depuis que nous en avons deux. Combien de fois et avec quelle amertume j'y ai pensé, je ne veux pas vous le dire. Il suffit que j'y ai pensé et que j'y puisse à présent vous rendre votre parole. Ai-je jamais cherché à la reprendre? De bouche, non, jamais. Comment alors? En changeant du tout au tout, votre humeur n'est plus la même, ni l'atmosphère au milieu de laquelle vous vivez, ni l'espérance qui était le but principal de votre vie. Si cet engagement n'eût jamais existé entre nous, dit la jeune fille, le regardant avec douceur mais avec fermeté, dites-le-moi, rechercheriez-vous ma main aujourd'hui? Oh non. Il parut prêt à céder en dépit de lui-même à cette supposition trop vraisemblable. Cependant, il ne se rendit pas encore. « Vous ne le pensez pas, dit-il. « Je serais bien heureuse de penser autrement si je le pouvais, répondit-elle. Dieu le sait. Pour que je me sois rendu moi-même à une vérité si pénible, il faut bien qu'elle ait une force irrésistible. Mais si vous étiez libre aujourd'hui ou demain, comme hier, puis-je croire que vous choisiriez pour femme une fille sans dot, vous qui, dans vos plus intimes confidences, alors que vous lui ouvriez votre cœur avec le plus d'abandon, ne cessiez de peser toutes choses dans les balances de l'intérêt et de tout estimer par le profit que vous pouviez en retirer, ou si venant à oublier un instant, à cause d'elle, les principes qui font votre seule règle de conduite, vous vous arrêtiez à ce choix, ne sais-je donc pas que vous ne tarderiez point à le regretter et à vous en repentir? J'en suis convaincu, c'est pourquoi je vous rends votre liberté de grand cœur, à cause même de l'amour que je vous portais autrefois quand vous étiez si différent de ce que vous êtes aujourd'hui. » Il alla parler, mais elle continua en détournant les yeux. « Peut-être, mais non, disons plutôt, sans aucun doute la mémoire du passé m'autorise à l'espérer. Vous souffrirez de ce parti. Mais encore un peu, bien peu de temps, et vous bannirez avec empressement ce souvenir importun, comme un rêve inutile et fâcheux dont vous vous félicitez d'être délivré. Puis la nouvelle existence que vous aurez choisie vous rendra heureux. » Elle le quitta, et ils se séparèrent. « Esprit, dit Scrooge, ne me montrez plus rien. Ramenez-moi à la maison. Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter? » Encore une ombre, cria le spectre. Non, plus d'autres, dit Scrooge. Je n'en veux pas voir davantage, ne me montrez plus rien. Mais le fantôme impitoyable l'étreignit entre ses deux bras et le força de considérer la suite des événements. Ils se trouvèrent tout à coup transportés dans un autre lieu, où une scène d'un autre genre vint frapper leur regard. C'était une chambre ni grande ni belle, mais agréable et commode. Près d'un bon feu d'hiver était assise une belle jeune fille qui ressemblait tellement à la dernière que Scrooge la prit pour elle, jusqu'à ce qu'il aperçut cette dernière devenue maintenant une grave mère de famille, assise vis-à-vis de sa fille. Le bruit qui se faisait dans cette chambre était assourdissant, car il y avait là plus d'enfants que Scrooge, dans l'agitation extrême de son esprit, n'en pouvait compter. Et, bien différent de la joyeuse troupe dont parle le poème, au lieu de 40 enfants silencieux, comme s'il n'y en avait eu qu'un seul, chacun d'eux, au contraire, se montrait bruyant et tapageur comme 40. La conséquence inévitable d'une telle situation était un vacarme dont rien ne saurait donner une idée. Mais personne ne semblait s'en inquiéter. Bien plus, la mère et la fille en riaient de tout leur cœur, en s'en amusant beaucoup. Celle-ci, ayant commencé à se mêler à leur jeu, fut aussitôt mise au pillage par ces petits brigands qui la traitèrent sans pitié. Que n'aurais-je pas donné pour être l'un d'eux, quoique, assurément, je me fusse jamais conduit avec tant de rudesse. Oh non! Je n'aurais pas voulu pour tout l'or du monde avoir emmêlé si rudement ni tiré avec tant de brutalité ses cheveux si bien peignés.
Et quant au charmant petit soulier, je me serais bien gardé de le lui ôter de force, oh Dieu me bénisse. Quand il se serait agi de sauver ma vie, de ce qui est de mesurer sa taille en jouant comme il le faisait sans scrupule, ces petits audacieux, je ne l'aurais certainement pas osé non plus. J'aurais craint qu'en punition de ce sacrilège, mon bras ne fût condamné à s'arrondir toujours sans pouvoir se redresser jamais. Et pourtant, je l'avoue, j'aurais bien voulu toucher ses lèvres, lui adresser des questions afin qu'elle fût forcée de les rouvrir pour me répondre, fixer mes regards des cils de ses yeux baissés, sans la faire rougir, dénouer sa chevelure ondoyante, dont une seule boucle eût été pour moi le plus précieux de tous les souvenirs. Bref, j'aurais voulu, je le confesse, qu'il me fût permis de jouir auprès d'elle des privilèges d'un enfant, et cependant demeurer assez homme pour en apprécier toute la valeur. Mais voilà qu'en ce moment, on entendit frapper à la porte, et il s'ensuivit immédiatement un tel tumulte et une telle confusion que ce groupe aussi bruyant qu'animé qui l'entourait la porta violemment, sans qu'elle pût s'en défendre, la figure riante et les vêtements en désordre du côté de la porte, au devant du père qui rentrait, suivi d'un homme chargé de joujoux et de cadeaux de Noël. Qu'on se figure les cris, les batailles, les assauts livrés aux commissionnaires sans défense. C'est à qui l'escaladera avec des chaises en guise d'échelle pour fouiller dans ses poches, lui arracher les petits paquets enveloppés de papier gris, le saisir par la cravate, se suspendre à son cou, lui distribuer, en signe d'une tendresse que rien ne peut réprimer, force coups de poing dans le dos, force coups de pied dans les os de jambes. Et puis quel cri de joie et de bonheur accueillir l'ouverture de chaque paquet. Quel effet produit la fâcheuse nouvelle que le marmot a été pris sur le fait, mettant dans sa bouche une poêle à frire du petit ménage, et qu'il est plus que suspecté d'avoir avalé un dindon en sucre collé sur un plat de bois. Quel immense soulagement de reconnaissance que c'est une fausse alarme. Leur joie, leur reconnaissance, leur enthousiasme, tout cela ne saurait se décrire. Enfin, l'heure était arrivée. Peu à peu, les enfants, avec leurs émotions, sortent du salon l'un après l'autre, montent l'escalier 4 à 4 jusqu'à leur chambre située au dernier étage où ils se couchent et le calme renaît. Alors Scrooge redoubla d'attention quand le maître du logis, sur lequel s'appuyait tendrement sa fille, s'assit entre elle et sa mère au coin du feu, et qu'en vint à penser qu'une autre créature semblable, tout aussi gracieuse, tout aussi belle, aurait pu l'appeler son père et faire un printemps du triste hiver de sa vie, ses yeux se remplirent de larmes. « Bella, » dit le mari, se tournant vers sa femme avec un sourire, « j'ai vu ce soir un de vos anciens amis. »« Qui donc? »« Devinez. »« Mais comment le puis-je? Mais j'y suis, ajouta-t-elle, aussitôt en riant. »« Mais c'est Monsieur Scrooge? » ?»« Lui-même. Je passais devant la fenêtre de son comptoir, et comme les volets n'étaient point fermés et qu'il y avait de la lumière, je n'ai pu m'empêcher de le voir. Son associé se meurt, dit-on. Il était donc là, seul, comme toujours, je pense, tout seul au monde. « Esprit, » dit Scrooge d'une voix saccadée, « éloignez-moi d'ici. »« Je vous ai prévenu, » répondit le fantôme, « que je vous montrerai les ombres de ce qui a été. Ne vous en prenez pas à moi, si elles sont ce qu'elles sont, et non autre chose. »« Emmenez-moi » s'écria Scrooge. « Je ne puis supporter davantage ce spectacle !» Il se tourna vers l'esprit, et voyant qu'il le regardait avec un visage dans lequel, par une singularité étrange, se retrouvaient des traits épars de tous les visages qu'il lui avait montrés, il se jeta sur lui. « Laissez-moi » s'écria-t-il. « Ramenez-moi, cessez de m'obséder » Dans la lutte, si toutefois c'était une lutte, car le spectre, sans aucune résistance apparente, ne pouvait être ébranlé par aucun effort de son adversaire, Scrooge observa que la lumière de sa tête brillait de plus en plus éclatante, rapprochant alors dans son esprit cette circonstance de l'influence que le fantôme exerçait sur lui. Il saisit l'éteignoir et par un mouvement soudain le lui enfonça vivement sur la tête.
L'esprit s'affaissa tellement sous ce chapeau fantastique qu'il disparut presque en entier. Mais Scrooge avait beau peser sur lui de toutes ses forces, il ne pouvait venir à bout de cacher la lumière qui s'en échappait de dessous l'éteignoir et rayonnait autour de lui sur le sol. Il se sentit épuisé et surmonté par un irrésistible besoin de dormir, puis bientôt il se trouva dans sa chambre à coucher. Alors il fit un dernier effort pour enfoncer encore davantage l'éteignoir. Sa main se détendit et il n'eut que le temps de rouler sur son lit avant de tomber dans un profond sommeil. C'était Un chant de Noël de Charles Dickens, avec les voix de Céline Flao, Sylvain Fortier, Caroline Hébert et Jean-Luc Bonspiel. Direction technique, Marc-André Morin. Direction artistique, Caroline Hébert, Marc-André Morin et Jean-Luc Bonspiel.